Nous sommes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Rendez-vous du soir. Au menu de cet entretien, nous allons parler de l'actualité. Nous allons essayer de brosser l'actualité avec Monsieur Albert Wangachumo, Kiamalinga. Bonsoir, Monsieur Albert. Bonsoir, madame. Je pense que je n'ai pas massacré votre nom. Non, c'est ça, madame. Je disais tout à l'heure que nous allons brosser l'actualité avec Monsieur Albert Kiamalinga, qui est le secrétaire national adjoint en charge de finances au parti CNR, Congrès national pour la République, parti cher à l'honorable Pius Mobidu. Au menu de cet entretien, je le disais, on va partir de l'affaire Chéribin Okende, l'assassinat. Vous avez suivi son assassinat, l'homélie, la messe qui a été organisée avant-hier avec le cardinal Ambongo, mais également le rapport qui a été livré à la presse des enquêtes de cet assassinat. Nous allons parler du processus électoral et nous allons parler encore de cette affaire avec les étudiants de l'UPEN. Et pour terminer avec le monsieur plutôt Albert, nous allons parler de l'élection à Mwenga. C'est de là qu'il vient, il est candidat là-bas. Fidèles téléspectateurs, encore une fois, bienvenue dans cette émission. Alors, je viens à vous, Monsieur Albert Kiamalinga, comment vous allez? Non, je vais bien, madame. Et merci de répondre à notre invitation. Merci également. Alors, je le disais tout à l'heure, Chéribin Okende a été assassiné. Comment avez-vous appris la nouvelle? C'est une tristesse, hein. Perdre une grande personnalité comme Chéribin Okende dans la classe politique. Voilà, personnellement, je suis vêtu à noir, c'est un signe de deuil. J'apprécie d'abord le chef de l'État qui, avant de tenir toute réunion, dernièrement, il y avait un rendez-vous avec le gouvernement. Il y a eu une minute de silence observée pour cette histoire, cette tristesse qui devient comme un deuil national, je peux dire. Donc la nouvelle n'a pas eu la bienvenue quand on a dit que non, c'est une grande perte pour la République. D'accord. Alors, c'est vrai que c'est une grande perte, comme vous le dites, pour la République démocratique du Congo. C'est vrai que les tractations sont parties de tout le sens. On a vu dans les réseaux sociaux d'autres accuser le pouvoir en place, les autres sont partis politiques. Et vous, quelle lecture vous avez fait de cette histoire? Ma lecture, elle est simple parce que je sais que nous sommes dans une république où la séparation de pouvoir est observée. C'est-à-dire aujourd'hui avec le régime Tshisekedi, Félix, je dis ce n'est pas un monde des intouchables. C'est-à-dire aujourd'hui tout le monde est touché s'il y a un problème avec la justice. Quel que soit votre rang, vous avez vu dernièrement avec le directeur de cabinet, son directeur de cabinet. Je pense, à mon sens, nous ne devons que faire confiance à notre justice. Pour dire que non, l'on ne sait rien dire avant la conclusion et la bonne conclusion de ceux-là qui s'en chargent d'investiguer sur la question. D'accord. Faire confiance à notre justice, c'est bien bon, mais vous savez que dernièrement, le président de la République a déploré le comportement de l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi il a fait appel aux enquêteurs internationaux. Est-ce qu'on a toujours cette tendance de faire confiance à la justice malgré tout ça? Je pense qu'il faut faire confiance à la justice, même si nous pouvons avoir des experts qui viendront d'ailleurs. Mais les conclusions seront dites par la justice congolaise. C'est-à-dire, nous avons vu des procès qui ont besoin, parce que n'ont pas abouti à quelque chose, on peut le dire comme ça. Pas aboutir, parce que nous avons un sérieux problème de preuve dans certains procès. Il ne faut pas seulement accuser ou dire, mais il faudrait avoir aussi des preuves pour justifier les allégations. Mais comment à tout moment il n'y a toujours pas de preuves alors qu'ils sont de l'appareil judiciaire? Il faudrait chercher des preuves là où ça se trouve. Je veux bien, ce n'est pas à l'appareil judiciaire de chercher des preuves. C'est-à-dire, c'est à ceux-là qui accusent que s'il s'agit de tel ou de tel autre, qu'ils doivent fournir suffisamment de preuves pour justifier les allégations. C'est-à-dire, c'est ce que je dis. Il ne faut pas accuser la justice à tort ou à travers. D'accord. Mais il faudrait mettre à la portée de la justice toutes les preuves possibles pour permettre à cette justice de rendre les arrêts qui seront quand même, je dirais, lisibles ou acceptables par tous. D'accord. Ouais. Alors, c'est vrai que les Congolais aujourd'hui sont en train de... qu'est-ce que je pourrais dire?
ne font plus confiance à la justice. Dernièrement, vous avez vu l'insécurité qui est en train de régner à Kinshasa. Il y a eu le procès de kidnappeurs et ceux qui enlèvent de paisibles citoyens dans la ville. Mais si vous parcourez les Kinshasa, vous allez comprendre que les gens pensent que ces gens-là, ce n'est pas la première fois qu'on les arrête, mais on les trouve toujours dehors. J'estime que c'est ça le travail même de vous, communicateurs, de vous, journalistes. Okay. C'est aussi d'instruire notre population, à mon sens, je pense. Parce qu'on a tendance à croire aux rumeurs qu'aux informations. Hein? Il y a eu des vidéos, des images, vous avez suivi comme moi sur les réseaux sociaux, selon lesquelles que ces gens-là auraient pris la fuite, des choses comme ça. Okay. Mais est-ce vrai? C'est faux. Donc les gens ont tendance à croire aux rumeurs qu'à l'information. Et cela, c'est le travail de vous, le monde de la presse, faire en sorte, parce que c'est ça aussi, je dirais, nous devons nous tous participer pour désintoxiquer notre population. Parce que c'est quelque chose qui prend maintenant, du jour au jour, on est en train de dire, il y a des choses qui se disent et la population semble accepter ce qui est faux et rejeter ce qui est vrai. Certes, il y a des problèmes dans notre justice. Certes, il y a de petits soucis, comme partout ailleurs. Même en France, même partout ailleurs, il y a des problèmes avec la justice. Sur certains points, certains ne sont pas d'accord avec les autres. Mais est-ce qu'il faudra-t-il discréditer notre justice? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Notre indépendance, comme nous pensons que nous sommes souverains, notre souveraineté en vaut la peine. Nous devons faire confiance à notre justice pour voir comment valoriser notre justice ailleurs. Nous pouvons nous amener, on va recourir à deux pays comme l'Afrique du Sud, j'ai entendu, les États-Unis. Il y a la Belgique. Il y a des procès aussi qui n'aboutissent pas de l'autre côté. Mais est-ce que faudra-t-il qu'on fasse confiance à leur justice plus que la nôtre? Mais eux, peut-être qu'ils ont de l'expertise. Ils amèneront de matériel qui peuvent fournir de preuves, comme on a toujours eu un problème avec le preuve. Je veux bien, le matériel, ce n'est pas un problème. Mais moi, je parle de la question de la souveraineté dans ce que nous sommes en train de faire. Parce que c'est un homme d'État qui est parti. Mais il faudrait qu'il y ait une question de souveraineté. Moi, je me dis, et c'est pourquoi je dis, ça ne vaut pas la peine de multiplier de mots sur cette question. C'est une grande perte pour la République. Et nous pouvons tous vouloir qu'il y ait une vérité et une vraie vérité sur cette question. Et pour ce faire, j'aimerais que nous fassions confiance à notre justice. J'estime que la justice a fait preuve, bien sûr, il peut y avoir de petits soucis avec notre justice, mais la justice a fait preuve, il y a de grands hommes, des intouchables, qui ont été touchés dernièrement. Alors moi, j'estime par ça, nous avons le devoir de faire preuve à notre justice. D'accord. Alors, nous allons aller du côté de la régie par rapport toujours à l'assassinat de Chériben Okende. Il y a une grande messe qui a été organisée en son honneur par le cardinal Fridolin Ambongo. Nous allons voir et puis revenir pour justement décortiquer l'essentiel du message. C'est ça. Comme annoncé, le mardi 18 juillet vient un communiqué. La messe d'adieu en mémoire de Chériben Okende a bel et bien eu lieu à Kinshasa le mercredi 19 juillet à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Le cardinal Fridolin Ambongo a dans son homélie adressé devant un peloton de fidèles de l'Église catholique, quelques leaders de l'opposition ainsi que la famille du défunt fustigé, ces meurtres de Chériben Okende, tout en interpellant les auteurs de cet acte odieux qu'ils n'échapperont pas à la justice de Dieu. Voilà, frères et sœurs, un appel à la non-violence et au pardon, même devant des cas extrêmement révoltants. Jésus ne nous invite pas à la vengeance, à administrer la violence par nous-mêmes contre ceux qui le méritent. Jésus nous appelle plutôt à la non-violence, au retenu, et de nous tourner vers celui qui a la compétence, celui qui a la charge dans la communauté de rendre justice. C'est l'État. Cet appel n'est pas cependant synonyme de la peur et de la résignation. Cela ne signifie pas peur ou résignation. Il est plutôt l'adhésion à la loi et à la volonté divine.
il nous fait plutôt ressembler à Jésus qui nous demande de pardonner à nos bourreaux. Si donc la justice humaine ne peut s'occuper d'eux, Dieu lui-même s'occupera de... À titre de rappel, le procureur général près de la Cour de cassation a lors d'un point de presse tenu hier mercredi rendu public les premiers résultats de l'enquête de l'assassinat de Chérubin Okende. Voilà, Monsieur Albert, vous avez suivi avec nous la messe qui a été dite par le cardinal Fridolin Ambongo. Dans son homélie, il a dit que la justice de Dieu seule peut mettre fin à cette affaire ou poursuivre les assassins. Et puis, il a encore ajouté que dans une république comme la RDC, où les gens sont abattus en pleine rue, en pleine journée comme ça, et que ça ne vaut pas son pesant d'or de poursuivre avec ce système-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis de son avis parce qu'il parle de la justice divine, la justice de Dieu. Parce qu'on dit même sur la justice, la Bible dit la justice élève une nation. Et comme le cardinal l'a dit dans son homélie, nous sommes tous touchés par cette situation. Parce que si une grande personnalité comme Chérubin est partie comme ça, qu'en est-il de nos paisibles ou nos pauvres citoyens? C'est une question de sécurité, je pense que ça touche tout le monde. Je l'ai bien dit d'entrée de jeu, même le chef de l'État est vraiment touché par cette situation. Pour preuve, vous avez vu, il a même dépêché une délégation pour aller échanger avec la veuve de l'honorable Excellence Chérubin. C'est vraiment triste pour notre République. Nous avons tous besoin que les vrais assassins soient vraiment derrière le barreau, s'il faut le dire ainsi. C'est vraiment triste. Je pense que l'homélie en vaut son pesant d'or. C'est triste, bien qu'il dit que cette justice divine n'est pas égale à une résilience ou bien quoi que ce soit. C'est une bonne chose parce que, en principe, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, la justice doit faire son travail. La justice doit faire son travail. Nous devons avoir vraiment le vrai coupable dans cette affaire pour chercher à décourager ceux-là qui s'adonnent à tuer pendant la journée ou la nuit le paisible citoyen. D'accord. Alors, Monsieur Albert, par rapport à cette insécurité qui fait couler beaucoup d'encre et de salive à Kinshasa, qu'est-ce que la police doit faire exactement? Parce qu'apparemment, depuis il y a eu le problème d'enlèvement, c'est vrai qu'on a fait de changements à la tête de la police il y a quelques jours, justement pour trouver des solutions. Mais est-ce que cette police-là est capable de sécuriser le paisible citoyen? Je dirais oui. Je dirais oui, je dirais non. Mais j'estime, moi, je suis en train d'appréhender cette question dans une approche de la participation citoyenne. D'accord. La question de la sécurité, c'est la question, ou la question de la gestion de l'État, c'est une question de gouvernants et de gouvernés. Il ne faudrait pas qu'on laisse cette histoire qu'à la police. La population, qu'est-ce qu'on fait? Les ONG, les associations, les partis politiques, quel message l'on est en train de donner à nos fidèles, à nos membres de partis et autres. Parce que les églises, nous devons tous nous impliquer dans cette situation. Ces gens-là qui sont en train d'opérer dans nos milliers, dans la ville, ils viennent de quelle communauté? Ils viennent de quelle société? De notre société. Voilà. Nous devons donner des alertes tous à la police. J'estime que la police va s'organiser parce que je ne suis pas policier. Il faut dénoncer. Je ne suis pas policier. Ça aussi, il faut dénoncer. Il faudrait faire participer et la jeunesse au niveau de quartier, au niveau des avenues. J'ai salué et je continuerai à saluer encore la disposition que j'appelle positive du chef de l'État, qu'on ait au moins des élections au niveau local. Cela va permettre que demain, comme ça se passe ailleurs, il y a celui qui est chargé de 10 maisons, qu'il y a un type ou une personne suspect sur l'avenir. On sait quand même savoir c'est qui, il vient faire quoi et il vient chercher qui, par exemple. Mais nous voulons laisser tout. Ils sont combien ces policiers? Ils sont combien ces militaires? S'il faudrait que devant chaque porte qu'on mette un policier ou un militaire, ils seront, je dirais, ils seront débordés. Mais tout le monde, pour résorber cette question de sécurité, tout le monde
doit être policier. Moi, je vous ai parlé, c'est une question de souveraineté. Tout ça, ça dépend de nous. En France et partout ailleurs, c'est tout le monde qui participe pour défendre son pays. Mais ici, on a tendance à indexer ou à doiter l'appareil, c'est le régime, c'est le pouvoir, c'est tel ou c'est tel autre. Mais ce n'est pas ça le problème. Tout le monde doit participer. Donc, c'est-à-dire que tout le monde, il faudrait qu'à un moment, que tout le monde participe au niveau des réseaux sociaux, qu'on sache quel genre de communication nous sommes en train de faire passer. Au niveau de nos familles, comme je dis, tout doit commencer d'abord par nos familles. Quand vous avez déjà de filles, de garçons que vous êtes en train de voir, ils sont en train de se procurer des téléphones, des choses, c'est pas moi trop luxueux, sans comprendre par quelle voie. D'où vient cet argent-là? C'est déjà un problème. Donc tout le monde doit participer. Nous avons tous un rôle à jouer pour mettre fin à cette situation. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Albert. Et puis nous allons prendre cette partie de la Cour constitutionnelle qui a rendu ce verdict. En fait, le premier résultat sont sortis. On a dit que l'arme qui se trouvait au bord de son véhicule, le véhicule de M. Chéribin, de l'honorable Chéribin, c'est l'arme qui a été utilisée pour le tuer. C'est l'arme de son garde du corps. De l'autre côté, Ensemble pour la République ne sont pas d'accord avec ces résultats. Eux, ils demandent que les enquêteurs internationaux puissent intervenir parce qu'ils pensent que c'est une lenteur dans les enquêtes qui s'y installent. Comment vous trouvez-vous cette situation? Ben, c'est ce que je dis. Moi, je l'ai dit d'emblée, il faudrait faire confiance à la justice. Ils ne sont pas d'accord. Est-ce qu'ils ont envoyé aussi des experts en balistique ou quoi que ce soit pour justifier ou pour prouver, pour voir quels sont, c'est ce que je dis, quels sont les éléments sur quoi ils fondent leur pensée. C'est ça la question. Moi, je pense le mieux, je ne refuse pas une autre expertise pour besoin de la cause. Mais ce que je ne veux pas, c'est de politiser cette situation. Vraiment. C'est une situation trop triste d'abord. C'est vous, le politique, qui vous appropriez la situation. Je vous ai dit et je me répète, nous sommes dans une république avec Fathi Béton qui a comment laisser le problème de la justice à la justice. Nous avons vu, je le dis, je me répète, certaines grandes personnalités être interpellées par la justice. Alors, c'est pour dire quoi? Faisons confiance à la justice. Si vous avez des experts pour mener des contre-expertises, c'est bon. Mais il ne faut pas seulement le dire, il ne faut pas chercher à politiser cette question. Je l'ai dit et je me répète, nous qui apprécions Chéribin comme un grand politique, jeunes, nous commencions notre pas en politique, on voulait peut-être devenir comme Chéribin demain et voir ce Chéribin nous prouver de quoi il était capable dans la vie politique. Nous sommes en train de regretter, parce que quand nous parlions de rajeunissement de la classe politique, on voyait déjà que des gens comme le Chéribin devaient être comme nos modèles. Vraiment. Mais fort malheureusement, il est parti. Mais alors, faudra-t-il commencer à chercher, gagner l'opinion derrière cette histoire triste? C'est ce que je ne veux pas. Il y a des gens qui mènent des émissions pour démontrer aux gens, peut-être, ils n'étaient plus suivis. Mais derrière cette histoire, il veut maintenant démontrer aux gens que non, il a encore 2 ou 3, 4, 5 personnes qui les suivent. Mais c'est faux. Mais c'est faux. Acceptons, souffrons que la justice fasse son travail. C'est ce que moi je peux dire. Évitons des tractations derrière cette histoire. Souffrons que la justice fasse son travail. Merci beaucoup, Monsieur Albert Kiamalinga. Alors pour clôturer ces sujets et passer à autre chose, votre dernier mot. Mon dernier mot, comme je l'ai dit et je me répète, laissons cette affaire à la justice. Évitons de politiser la mort de Chéribin. Excellence Chéribin est parti, c'est une tristesse. J'ai dit, c'est un deuil pour tout patriote. Soucieux, c'est un monsieur qui a travaillé avec altruisme pour l'intérêt de tous. Je pense que laissons le temps et laissons cette affaire à la justice, que la justice décide là-dessus. D'accord. Alors, nous parlons processus électoral. La Commission électorale nationale indépendante a ajouté 7 jours qui expirent déjà demain. Mais apparemment, il n'y a pas engouement dans le BRTC. Je ne sais pas si vous avez déjà déposé, parce que vous êtes candidat à Mwenga, vous êtes allé?
Ouais, je suis allé déposer, j'ai déposé déjà. D'accord. Ouais. Alors que quand nous parcourons le BRTC de Kinshasa, apparemment, en fait, les candidats veulent qu'on rajoute encore une semaine de plus ou comment? Ou soit, on peut également dire qu'on donne raison à la Mouka, qui ne veut pas participer parce qu'il a trouvé des couacs, il a revendiqué des choses qu'on devait arranger. Mais jusque-là, ces choses-là ne sont pas arrangées. Et puis voilà pourquoi les députés pensent qu'ils vont jeter leur argent par la fenêtre. Ils se méfient de ces élections. Ou soit ils disent qu'il n'y aura pas élection. Moi, je ne prends pas cette question de cette façon. Et pourquoi il n'y a pas engouement? J'estime que c'est une question de redevabilité. C'est une question de conscience. Il y a ceux-là qui sont conscients qui n'ont rien fait pour l'intérêt de la communauté et qui ont peur de se jeter encore dans l'eau et qui veulent créer d'autres rubriques du genre qui est, comme il parle de un gouvernement d'union nationale. Il y a de ceux-là qui demandent à ce qu'il y ait dialogue au lieu d'aller à l'élection. C'est quoi? C'est un problème parce que quand on gère un État, il y a aussi cet aspect redevabilité. Aujourd'hui, nous sommes censés revenir vers cette base qu'on a délaissée pour redemander encore la volonté de la base. Voilà. Et ça pose problème. Ça pose problème. Parce que vous n'avez rien fait. Vous ne vous êtes pas préparé suffisamment pour affronter les élections. Vous n'êtes plus rentré depuis qu'on vous a élu. Depuis que vous êtes là. Et c'est ça la question. C'est ça la question. Alors, vous comprendrez que beaucoup, ils ont du mal à revenir à cette même base délaissée. C'est ça pour la majeure partie. La question là, crédibilité ou non crédibilité, c'est pas moi de la CENI. Ça a toujours existé. Nous sommes dans une communauté que nous connaissons tous, qu'il y a difficile que la CENI fasse l'unanimité. Je ne pense pas que c'est aujourd'hui que le FCC nous donneront cette leçon, je ne pense pas. Donc ça a toujours existé. Mais au-delà de ça, il y a un sérieux problème de redevabilité. Alors nous sommes là entre deux types de politiciens. Ceux qui sont détenteurs de moyens, mais n'ont aucune, peut-être c'est trop, ils n'ont plus de crédibilité devant la communauté. Envers les électeurs. Et ceux-là qui n'ont plus de moyens, ils ont besoin de participer, mais ils ne savent même pas comment faire pour payer sa caution. C'est ça les deux classes de politique que nous avons. Et c'est ce qui crée qu'il n'y ait pas vraiment engouement. Et comment les détenteurs de moyens maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des spéculations sur les réseaux sociaux et sur les communications pour chercher à discréditer cet exercice électoral. Que moi, jeune que je suis, nous sommes d'abord fiers de notre jeune démocratie et j'estime que je dois inviter tout le monde à participer, vraiment activement pour que ces processus électoraux soient réussi en quelque sorte. D'accord. Alors, partir aux élections sans la Mouka, sans le PPRD, Adolphe Muzito qui demande que les territoires qui sont occupés par différents groupes armés, sans eux, on ne peut pas partir aux élections et demande le dialogue. Vous ne pensez pas que c'est une bonne voie? Bon, le dialogue, j'étais toujours pour le dialogue. Mais faudra-t-il arrêter l'État pour dialoguer? Pour quelle fin? Pour l'intérêt de qui? En fait, laver le linge sale dans la famille avant d'aller aux élections. Quel linge sale, madame? Est-ce que, parce que tel n'est plus partie du gouvernement, il faudrait carrément, coûte que coûte, créer un dialogue pour qu'il intègre aussi le gouvernement? Et là, on suppose qu'on a lavé les linges sales. C'est ça le problème. Nous devons s'accepter. Nous sommes une république qui a de milliers et des milliers de la population. Tout le monde est passible, ou bien tout le monde peut faire partie du gouvernement ou non. C'est-à-dire quoi? Ce que je vais comprendre, on a organisé des élections dans ce pays. L'UDPS n'était pas partant. C'est une grande formation politique. Est-ce que l'État ou la machine étatique a arrêté? Je ne pense pas. C'est-à-dire l'opinion d'un individu qui veut que l'on supporte ses caprices, l'on ne doit pas intégrer cela dans la gestion de la nation. Nous sommes une nation. On a des sérieux problèmes à gérer. Le problème de la famine. Il y a beaucoup de problèmes. Santé,
hein, comment nous allons développer ces pays, comment nous allons répondre à des questions de sécurité. Faudra-t-il nous attarder encore sur des questions ou des caprices politiciennes? Je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. L'on doit avancer avec ceux qui veulent avancer. L'ensemble a déjà déposé, je sais. Vous savez? Ouais, je vis certains de l'ensemble déposer des candidatures. Ok. Donc, j'estime que c'est de la bonne guerre. Si certains pensent que stratégiquement, ils doivent encore s'abstenir, hein, ils n'ont qu'à s'abstenir. Nous sommes dans un État démocratique. Ceux-là qui veulent que l'État avance, on va avancer. Vous pensez qu'il y aura élection en décembre? Je ne pense pas, mais je me fie à la déclaration de ceux-là qui dirigent l'appareil électoral, donc la CENI, qui nous ont rassurés. Si on voit le jour qui venait de passer, il y a le président Denis Kadima qui disait qu'il y avait un petit problème par rapport au financement et tout ça. Est-ce qu'on ne peut pas mettre en doute d'abord ces élections? Pas mettre en doute les élections. Certes, il y a de petits problèmes. Nous sommes dans un État, nous sommes dans un État post d'abord guerre, parce qu'il y a eu des guerres et des guerres récurrentes. Mais voilà pourquoi on doit d'abord terminer la guerre et puis les élections après. Non, non, non. Les élections, c'est parmi aussi le mobile de la guerre. S'il y a la guerre, il y a aussi l'aspect élection. Mais parce qu'on va voir qu'à l'est de la République, il n'y aura pas de gens qui vont voter. L'électorat sera un peu... J'estime qu'il y a des experts pour ça. Et ils ont répondu sur cette question. D'accord. Je ne suis pas de l'appareil électoral. Mais j'estime que je fais foi à la parole du président Kadima qui nous a dit que non, il y aura élection. Et nous devons nous aligner dans cette voie. Nous sommes jeunes. Nous avons besoin de voir aussi ces pays décoller. Hein? Nous devons changer la classe politique. Surtout ça. Ce ne sont pas ces vieux nous pères ne devons pas rester dans cette même pratique. Quand il y a, à ce moment-ci, il faudrait qu'il y ait dialogue, l'on se réunisse pour encore se distribuer des postes comme de gâteaux, comme vous venez de le dire, et la population, le bas peuple continue à souffrir. Pendant que nous estimons que le sérieux problème qu'a connu son Excellence Félix Tshisekedi durant son mandat ici, c'est parce que l'Assemblée nationale n'avait pas de position. Hein? Il fallait avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Il l'a eu. Pour, en principe, développer sa pensée politique. Après le mariage FCC-Cash, le président a eu la majorité. Moi, je parle d'une majorité idéologique. Vous savez que il vient, chef de l'État, il vous dit, je ferai par exemple de la lutte contre la corruption mon cheval de bataille. Mais vous avez une majorité d'où nous savons qui a de mains sales. Hein? Comment avancer? Il faudrait avoir une classe politique qui raisonne autrement, qui fait de la lutte contre les antivaleurs aussi un cheval de bataille. Là, ça peut décanter certaines histoires. Parce qu'il y a une majorité idéologique. Ce n'est pas une majorité juste de façade, non. Mais une majorité qui doit en principe adhérer à cette vision du chef de l'État pour dire que non, non, ça va. Nous devons carrément marcher derrière le chef de l'État pour faire de sa vision une réalité. C'est ça que nous cherchons. D'accord. Parce qu'avec cette majorité de façade, bien sûr, ils disent qu'ils sont avec nous, ils disent qu'ils sont là, mais le soir, mais le matin, qu'est-ce qu'ils font? C'est ça le problème. Hein? Ils sont là, hein, peut-être physiquement, mais leur tête, leur pensée, c'est pas avec nous. C'est ça le problème. Donc il faudrait organiser ces élections pour donner la chance au chef de l'État. C'est ça? Je suis de l'Union sacrée. Ouais, j'ai compris. Je l'ai dit et je me répète. Félix Antoine Tshisekedi. C'est votre candidat président. C'est mon choix, en fait. C'est pas mon candidat, mais c'est mon choix. Pourquoi et ce je choix? le porte à Mwenga. Pourquoi ce choix? Pourquoi Félix Tshisekedi? Merci beaucoup. Félix Tshisekedi, c'est l'espoir de toute une nation. L'espoir, pourquoi? C'est celui qui vient faire le déclic. Vous savez, aujourd'hui, sous d'autres cieux, je l'ai dit et je me répète, je viens d'une formation ou d'une base que j'appelle Action citoyenne contre les antivaleurs. Je lutte contre les antivaleurs. Et dès qu'il arrive au pouvoir, il vous parle de l'état de droit. Il vous parle de la lutte contre les antivaleurs. Aujourd'hui, pour que la nation congolaise décolle, nous devons tout faire pour lutter
contre multiples antivaleurs qui gangrènent notre nation. Au fait, c'est ça le problème. Et quand il arrive, c'est ça son combat. Excusez, au départ connu ou compris par certains, mais après, les autres n'ont fait que bafouer le combat de son excellence Fathi Béton. Et cela, il investit dans ce qu'on appelle l'éducation de base. L'on ne peut pas construire une nation sans penser à l'éducation de base. Je viens de Mwenga. Mwenga, il y a construction des écoles via fonds social. C'est derrière Félix Tshisekedi. Des hôpitaux. Alors, c'est à féliciter. J'estime, je le dis encore, qu'il reste l'espoir pour cette génération. Voilà pourquoi il faut lui donner un deuxième mandat. Tout à fait, il en mérite un deuxième mandat, mais avec, comme hier, le président honoraire que je salue, était en train de fustiger, il manquait 15 personnes avec qui marcher. Et aujourd'hui, c'est le problème que connaît l'actuel président. Il manque également finalement au Congo. Les gens qui peuvent comprendre cette philosophie, en faire sienne et marcher selon la philosophie du chef de l'État. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est ça notre combat. Ce que nous voulons, c'est une classe maintenant de jeunes qui comprend que non, nous devons faire de cette vision notre affaire. Pour que, au niveau de nos bases, que ça soit possible que l'on parle de Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi vous portez votre choix sur Félix Tshisekedi. Oui, c'est pourquoi je porte mon choix sur Félix Tshisekedi. Et je suis confiant que nous serons victorieux. D'accord. Confiant. Trop confiant. D'accord. Alors, Monsieur Albert, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez fait votre choix, qui est Félix-Antoine Tshisekedi, avec le slogan, en fait, je ne peux pas appeler ça slogan, avec le peuple d'abord. Lorsqu'il a eu son mandat, c'était ça, le slogan, on peut dire ça comme ça. Aujourd'hui, voir la société, voir ce qui se passe à Kinshasa, même en République démocratique du Congo, nous voyons les gens en train de souffrir. Les peuples d'abord n'ont pas mangé par rapport à cette mandature qui vient de passer. Nous voyons le dollar qui prend de l'ampleur chaque jour. Les prix au marché, n'en parlons même pas. Bientôt, c'est la rentrée scolaire. Les parents ne savent plus à quel sens c'est voué. Est-ce qu'il faudrait encore faire confiance au chef de l'État? Oui, je le dis et je me répète qu'il faudrait... En fait, tout ce qu'il y a comme de règlement au niveau de notre communauté n'est pas toujours apporté sur la tête du chef de l'État. C'est-à-dire, il y a un système qui s'est installé. Félix Tshisekedi est héritier et des actifs et des passifs de plusieurs régimes passés. La question des dollars, la question de la gestion de l'État au quotidien. Nous le savons tous qu'il y a un régime qui a installé partout, parce que je vous dis, la politique ce n'est qu'une tête, mais la main c'est l'administration. Nous avons une administration où plusieurs antivaleurs caractérisent notre administration. Alors, c'est-à-dire quoi? Il faudrait, c'est ce que j'étais en train de dire, petit à petit donner la chance au chef de l'État, mais également donner de nouvelles personnes, s'il faut le dire. Est-ce que demain ou après-demain, après l'élection de son deuxième mandat, à la fin, vous allez encore nous amener ces discours? Donner la chance au chef de l'État. Il n'a pas eu de hommes, comme le disait Joseph Kabila. Non. Le chef de l'État, s'il faut y aller dans votre... selon ce que vous dites, il commence son mandat avec un gouvernement dénommé FCC Cash. Voilà. C'est-à-dire, après le gouvernement FCC Cash, vient un gouvernement qu'on a appelé Union Sacrée. Union Sacrée, ensemble et dedans, et d'autres formations. Pour quelles raisons? Pas pour des raisons de la gestion de l'État, mais c'est pour des raisons d'abord de la distribution de gâteaux, comme vous l'avez dit. Parce qu'idéologiquement, l'on ne marche pas selon une même philosophie. FCC n'est pas pour de marcher avec comme chef Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quand nous prenons ensemble avec sa philosophie, n'est pas disposé de travailler au profit de la nation parce que pour eux, ça va sortir comme si c'est au profit du chef de l'État. Alors, on a connu ce genre de problème. Ils ont tout fait pour essayer un peu de bloquer le démarche ou la machine, comme venait de le dire. Mais aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de demander. Mais cette volonté, personne ne peut pas... On ne peut oublier que dans cette République, les enfants de primaire
hein, commencent à étudier sans payer. Ça, c'est une réalité. Il y a un problème de dollars, oui. Mais qui sont détenteurs de moyens? C'est plus les opposants. Parce que le problème de dollars, il y a au-delà de tout, il peut y avoir ce dérèglement. Mais les détenteurs de moyens, c'est les gens qui ont beaucoup de dollars, qui peuvent compliquer la vie, je dirais, la vie commerciale d'un État. Donc, vous accusez les opposants, toujours? Je ne les accuse pas, mais je suis en train de réfléchir à haute voix, madame. Ok. Et dans ma réflexion, je n'épargne personne. J'estime que tout le monde doit participer. Je dis, je suis dans l'approche participative. Dans notre République, on cherche à tout faire pour mettre à mal le gouvernement. Et c'est ce que l'on n'accepte pas. C'est-à-dire quoi? Le détenteur de moyens. Aujourd'hui, quand vous voulez faire Dubaï, vous avez besoin de dollars pour aller faire ce que vous voulez là. Okay. Mais les détenteurs de dollars là, hein, ils prennent des dollars et mettent, c'est pas moi, sous terre. Pourquoi? Parce qu'il y a terre au pouvoir, on ne sait pas mettre en mouvement ce que nous avons comme moyen. Les capitaux qui devaient venir d'ailleurs, c'est les lobbying congolais qui vont même jusqu'à l'étranger pour discréditer notre État. C'est pourquoi d'emblée ou dès le départ, je vous ai parlé de la question de la souveraineté. Okay. Nous sommes censés parler le même langage. La question que nous connaissons aujourd'hui, c'est la question des dollars et tout. Il y a des Congolais qui les font ailleurs, dans des institutions de Bretton Woods comme FMI, Banque mondiale. Il y a des experts congolais qui sont là-bas, qui prestent des fois là-bas, et qui travaillent au détriment de la République pour discréditer le régime. Nous connaissons. Nous connaissons. Et tout ça, c'est un sérieux problème qui doit être géré par tous. C'est pourquoi l'on ne doit pas jeter juste de l'opprobre sur le chef de l'État sur cette question. Ok, c'est vrai. Je sais que vous êtes de l'Union sacrée, c'est normal que vous poussez ces réflexions-là. Alors, Monsieur Albert, oui. Est-ce qu'on peut aujourd'hui parler de l'état de droit en République démocratique du Congo? Est-ce que cet état de droit marche réellement? Je vais aller par l'exemple, les opposants, vous savez, ils vont organiser une marche dans quelques jours, je pense, si pas demain, la semaine prochaine, pour revendiquer normalement la situation qui se passe au pays, nous venons d'évoquer tout à l'heure, et parler de l'article 64 de la Constitution. Mais on va remarquer que l'autorisation sera un problème pour qu'on leur donne. Il y aura répression à chaque fois qu'ils sont dans les rues de Kinshasa, toujours la répression, ou soit on va donner la même date avec celui de l'UDPS pour justement créer un couac. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a état de droit en RDC? Ben, cette question, parce que l'état de droit en soi, hein, je suis dans le domaine de bonne gouvernance. C'est un processus. Un processus, c'est pour dire, comme vous venez de dire, vous prenez un fait banal, pour que sur base de ces faits-là, qu'on essaie un peu de mettre nos avis. Est-ce l'état de droit ou non? Mais quand on parle de l'état de droit, ce qui est visé, c'est la bonne gouvernance. Okay. Ce qui est visé, c'est faire en sorte que les paisibles citoyens vivent en paix. Mais non. La grande question sur cette question d'état de droit, est-ce qu'avec tout ce que le pays est en train de connaître, problème de sécurité, problème que vous venez de soulever, est-ce le moment propice pour organiser des marches et des marches? Vraiment. Pour quel avantage? Parce que nous sommes Congolais. Le paisible citoyen est en train de souffrir. Vous avez dit ici, il y a un sérieux problème de dollars et tout ça. Est-ce que c'est le moment de prendre encore ces citoyens-là parce qu'on a des moyens, lui donner 3 000 francs pour qu'ils soient sur la rue? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas un élément, je dirais, ce n'est pas un élément qui pèse ou bien qui peut faire en sorte que l'on juge l'état des droits. Mais je peux dire qu'il y a une volonté que nous devons tous accepter. Il y a un moment dans cette République, ou bien jusqu'à maintenant, quand on dit que l'UGF viendra vers vous, vous allez trembler, madame. Okay. C'est une preuve pour dire que nous avons beaucoup d'institutions aujourd'hui qui luttent contre beaucoup de choses dans notre pays. L'IGF oublié pendant longtemps, mais la volonté manifeste du chef de l'État, nous voyons l'IGF aujourd'hui. Et avec l'IGF, il y a eu beaucoup de gens incarcérés, beaucoup de gens arrêtés pour répondre à des questions qui touchaient l'État. Okay. Et je pense, c'est pourquoi je vous ai dit, s'il fallait évaluer, je peux dire oui, il y a l'état de droit peut-être à 70%. Mais pas du côté des opposants, leur laisser le champ libre pour manifester comme ils veulent. Non, dans un pays
état des droits, on ne manifeste pas comme on veut. C'est ça aussi le problème. Ce n'est pas au champ, ce n'est pas dans une jungle pour que vous devez vous réveiller le matin et commencer à manifester. Non, il y a comme des normes. Nous devons tous accepter sur une façon de gérer l'État. L'État ne doit pas être géré comme on le veut, non. Parce que vous ne voulez pas ou parce que vous voyez déjà, vous allez perdre. Il faudrait jeter des gens sur la rue. Non, ce n'est pas ça le problème. Il faut travailler à fond pour gagner les cœurs des Congolais. Nous savons tout ce qui est passé en 2018. Hein, nous savons le poids de certains politiciens venait d'où. Et aujourd'hui, avec cette division qu'il y a au sein de l'opposition, nous savons que tous, ils savent qu'ils partent, mais ils sont déjà perdants. Face à un grand candidat comme Fatih Béton, ils sont déjà perdants. Hein? Alors, c'est ça la peur. C'est ça la peur. Alors, faudra-t-il qualifier ça d'état de droit? Je ne pense pas. D'accord. Alors, M. Albert, nous allons pratiquement à la fin de cette émission. Nous parlons de vous avec votre élection à Mwenga, c'est ça? Comment ça s'est passé? Vous avez déjà déposé, je pense. Et comment vous vous préparez pour ces élections? Ben, j'ai commencé à préparer les élections depuis. Je vous ai dit, je suis aussi président d'une grande structure, une association. J'étais à Mwenga. Mwenga, qui est un terroir à vocation minière, mais oublié par des politiciens qui n'ont vu que leurs avantages au détriment de la communauté. Il y a de grandes sociétés qui œuvrent à Mwenga. Hier, c'était Somenki, Banro, et aujourd'hui, on parle de Strategos, que l'on ne voit jamais là-bas. Ils ont abandonné la concession dans les mains de kamikazes, des exploitants artisanaux, qui perdent leur vie du jour le jour aussi là-bas, que j'ai décrié plusieurs fois parce que je me suis porté comme défenseur ou porte-voix de cette population de Mwenga depuis. Je n'ai jamais été mandaté, bien sûr, mais je suis sorti sur des chaînes pour défendre la communauté de Mwenga. D'accord. La structure est installée, ce domaine est en swappé avec de petits moyens. Nous avons demandé à l'Assemblée nationale dernièrement de retirer, au ministre de Mines, de retirer les titres Strategos, parce que Strategos n'œuvre pas là-bas. La communauté est assise sur l'or, sur les castérites et beaucoup de minéraux, mais souffre, reste dans la misère. C'est ça la question maintenant. Le chef de l'État qui porte une vision peuple d'abord, comme vous veniez de le dire, mais qui doit être maintenant suivi par tout un gouvernement et un comité jusqu'au niveau de la base. Et cela, notre combat. Et la population a compris que non, nous devons nous aligner derrière tel, parce que tel comprend au moins nos difficultés. Il y a le sérieux problème de la route nationale numéro 2 à ce niveau là-bas, qui aussi, c'est un problème. C'est un problème parce que nos amis, ils ont réglementé la gestion minière au niveau de Katanga. Mais au niveau du Kivu en général, c'est parmi d'ailleurs le mobile de guerre au Kivu. Au Kivu en général, il n'y a aucune réglementation. C'est tout le monde, c'est les kamikazes qui arrivent et qui font ce qu'ils veulent. Et c'est ce que nous sommes en train de décrier. L'on préfère plus même ceux-là qui acceptent de travailler en collaboration avec la communauté, qui peuvent accepter de construire soit un petit, je dirais une école, centre de santé ou engager quelques membres de la communauté, que venir juste piller et partir et l'on ne sait plus comment vous trouvez et la communauté reste en train de pleurer. Sinon, nous nous organisons à la base avec notre regroupement, que j'ai parlé de l'avènement de l'Alliance pour l'avènement d'un Congo prospère et grand, chez Rapius Mabilou. Notre parti, comme vous veniez de le dire, le CNR, Congrès national pour la République, avec l'autorité morale Pius Mabilou. Nous avons un président Clément Kitenge Kisaka et secrétaire général ingénieur Benjamin Wenga, que je salue d'ailleurs. Donc, c'est-à-dire, nous nous organisons pour la réussite. Et la réussite est déjà la nôtre. Pourquoi? Alors, de l'autre côté, il y a des députés de Mwenga également, de la session passée. Mais oui, c'est... Ils ne font rien, apparemment. C'est une circonscription connue. Mais vous comprendrez qu'aujourd'hui, vous avez même du mal à prononcer ces mots Mwenga. Mais je vais vous dire que ce Mwenga là-bas, il y a beaucoup de minéraux. Mwenga là-bas, c'est une entité dont nous sommes fiers, nous autres, parce que je suis né là-bas et je connais cette entité. Ça doit produire beaucoup. Aujourd'hui, avec ces entreprises kamikazes, ces entreprises irresponsables comme Strategos,
Hein. Même l'État est en train de perdre. Parce qu'on ne sait pas ponctionner, c'est pas moi, hein, des impôts ou quoi que ce soit. C'est une entreprise qui n'existe pas. Alors il faudrait une réglementation. Une réglementation, bien sûr, mais nous avions demandé de retirer carrément le titre et chercher celui qui a le moyen. Ou bien de nous organiser une zone d'exploitation artisanale que les artisanaux peuvent maintenant exploiter, hein, en se forgeant en coopérative, exploiter en bonne et due forme. L'État sortira gagnant et la communauté également. D'accord. Alors, Monsieur Albert Mwangachumo, Merci. Kiamalinga, merci beaucoup de votre participation à cette émission. Un dernier mot et puis on clôture. Merci beaucoup. Bon, si je peux dire un dernier mot, je remercie d'abord Madame pour cette émission, mais pour un dernier mot, nous devons garder et respecter ou aimer cette République. Je l'ai dit tantôt, le pays de Lumumba, le pays de Musée, le pays de Félix Tshisekedi, le pays de Sphinx, le pays de Kasavubu et des autres, a besoin d'une seule chose. Quand vous allez gérer l'État, gérez avec empathie. Comprenez que les autres aussi existent. Si vous ne gérez pas l'État, ne voyez pas tout en noir. Acceptez au moins que sur tel point ou tel autre, il y a des choses qui avancent. Faisons confiance à notre justice, acceptons notre souveraineté et demeurons souverains. C'est important pour cette République. Soyons également des nationalistes, comme beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est avec ce mot de M. Albert Mwangachumo, Kiamalinga. Wangachumo. Oh là là, c'est pas vrai. Wangachumo, Kiamalinga, qui est le secrétaire national adjoint chargé de finances au parti CNR, Congrès national pour la République, parti cher à l'honorable Pius Mwabilou, que nous mettons fin à cette émission. Rendez-vous du soir. Merci à vous qui nous suivez de partout grâce à CCS Télévision. Merci à mon équipe technique. Merci à Eric Ndongala. Merci à Philémon Zaou. Lazik Makoukoula. Merci à toi, Freddy Vuzantoko et Obed. Et ma caméra woman que je ne... Berili, voilà. Berilissa, voilà. Merci à elle et on se retrouve très prochainement à travers un autre numéro. Bye bye.